J'ai accidentellement retrouvé ma vieille carte de crédit que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Quand je suis allé à la banque pour vérifier le solde, le directeur a pâli. « Madame, le solde est de 29 millions de dollars. » Je n'avais jamais gagné ce genre d'argent quand je l'ai découvert. Bonjour, chers auditeurs. C'est encore Anna. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et aimez cette vidéo. Et dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez. Comme ça, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Certains matins, le passé a une façon de vous retrouver quand vous ne le cherchez pas. Je me souviens de la date exacte où j'ai trouvé la carte. Un samedi de début octobre, quand l'érable de Virginie devant la fenêtre de ma cuisine avait pris la couleur de la vieille rouille. Je nettoyais le grenier, une chose que je repoussais depuis 3 ans. De la même manière que l'on repousse tout ce qui vous force à toucher les bords d'une vie que vous avez déjà enterrée. Il y avait là-haut des boîtes que je n'avais pas ouvertes depuis le divorce. 10 ans d'évitement empilés soigneusement sous la poussière. Mon nom est Claire Chevalier. J'ai 48 ans. J'enseigne l'histoire en classe préparatoire au lycée Jefferson à Richmond, en Virginie, et je le fais depuis 19 ans. Mes élèves m'appellent Madame Chevalier par habitude, même si je n'ai été l'épouse de personne depuis 2014. Je vis seul dans une maison coloniale de 3 chambres sur le boulevard des Collines de l'Ouest. Trop grande pour une personne, pas assez grande pour ne pas être autre chose qu'un rappel. J'entretiens un potager à l'arrière. Je corrige des copies sur le porche. Je conduis une Honda Accord de 2017 avec un rétroviseur latéral fissuré que je me promets de réparer depuis 2 ans. C'était ma vie. Et j'avais fait une sorte de paix avec elle. Prudente, calme, autonome, sûre. Le divorce avec Richard Chevalier avait été ce que les gens appellent charitablement compliqué. Nous avions été mariés pendant 11 ans. Il dirigeait une société d'investissement et de conseil privé, le groupe Capital Chevalier, et je lui avais fait confiance comme on fait confiance au sol sous ses pieds, c'est-à-dire complètement et sans jamais y penser. Quand le mariage a pris fin, j'étais trop épuisé et trop navré pour me battre. J'ai signé ce que son avocat, un homme reptilien nommé Philippe Corbin, a mis devant moi. On m'a dit que nos comptes joints avaient été réglés et fermés. On m'a dit que les chiffres étaient exacts. Je les ai crus. Cela, comme il s'est avéré, a été la chose la plus chère que j'ai jamais faite. Mais je ne savais rien de tout cela ce samedi d'octobre. J'étais juste une femme debout dans un grenier poussiéreux, ouvrant une boîte en carton étiquetée « Divers bureaux » et trouvant, sous une pile de vieilles déclarations d'impôts et une agrafeuse cassée, une carte de crédit. C'était une carte de la banque de la Cité, bleu marine avec une bande holographique qui captait la lumière du grenier. Claire A. Chevalier était embossée sur le devant en lettres argentées en relief. La date d'expiration indiquait le 18 juin. Expirée depuis plus de 6 ans. Je n'avais aucun souvenir de cette carte. Aucun. Je ne reconnaissais pas le numéro de compte. Je ne reconnaissais pas l'agence bancaire indiquée sur un petit autocollant au dos. Je me suis assise sur une vieille valise et je l'ai retournée entre mes doigts pendant un long moment, les grains de poussière dérivant autour de moi dans la lumière de l'après-midi. Quand l'ai-je eu? Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? J'ai failli la jeter. J'ai presque laissé tomber dans le sac poubelle noir que je remplissais de vieux chargeurs de téléphone, de cadres photos cassés et des débris accumulés d'une vie antérieure. Mais quelque chose m'a arrêté. Un petit instinct tenace que je n'avais pas utilisé depuis des années. J'ai posé la carte sur la boîte la plus proche et j'ai continué à travailler. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec la carte devant moi et mon ordinateur portable ouvert. J'ai cherché le numéro de compte. Rien de public. J'ai cherché le code de l'agence bancaire au dos. Une agence de la banque de la Cité à Arlington, en Virginie. Je n'avais jamais vécu à Arlington. La société de Richard y avait un bureau. J'ai noté cela et je me suis dit que cela ne signifiait rien. Je me suis dit cela pendant 4 jours. Le mercredi, j'ai conduit 40 miles jusqu'à l'agence de la banque de la Cité d'Arlington pendant ma pause déjeuner. Je me disais toujours que cela ne signifiait rien. J'étais toujours préparé à ce que le caissier sourie et dise « Madame, ce compte est fermé depuis des années. Il n'y a rien ici. » J'avais pratiquement écrit la scène dans ma tête. Je me sentirais légèrement ridicule, je retournerais à Richmond et je corrigerais les dissertations de mes élèves sur les causes de la Première Guerre mondiale.
Le directeur de l'agence s'appelait David Lefebvre. C'était un homme posé et professionnel d'une quarantaine d'années, et il avait ce genre de visage stable qui ne se surprend pas facilement. Il a emporté la carte dans l'arrière-boutique, a demandé ma pièce d'identité, a passé un appel que je ne pouvais pas entendre, et est retourné dans la salle de conférence aux parois de verre où j'attendais. Je n'oublierai jamais la couleur qui a quitté son visage. Il s'est assis en face de moi très lentement, de la manière dont les gens s'assoient quand ils ont besoin d'un moment pour décider quoi dire. Il a posé un relevé imprimé sur la table, face cachée. Il m'a regardé, puis le papier, puis de nouveau moi. « Madame Chevalier, dit-il doucement, êtes-vous au courant du solde actuel de ce compte ?» Je supposais qu'il était de 0, ai-je dit. Il a retourné le papier. J'ai regardé le chiffre pendant un long moment. Je l'ai regardé comme on regarde quelque chose qui ne peut pas être réel, comme on regarde une ombre qui bouge contre la lumière. 29 418 807,54 $. 29 millions de dollars sur un compte à mon nom que je n'avais jamais touché, jamais vu, dont je n'avais jamais connu l'existence. Est-ce une sorte d'erreur, ai-je demandé. David Lefebvre secoua la tête très doucement. Non, madame, dit-il. Ce n'en est pas une. Je suis rentré chez moi en silence. Je ne me souviens pas de la route. Je suis resté dans ma voiture dans l'allée pendant 40 minutes avant de pouvoir me décider à entrer. Et tandis que j'étais assise là dans le noir, fixant mon rétroviseur latéral fissuré, une pensée s'est élevée au-dessus de toutes les autres, lente et inévitable comme une marée. Richard savait pour ce compte. Richard l'avait toujours su. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise à la table de la cuisine jusqu'à ce que l'érable devant la fenêtre passe du noir au gris, puis à l'ambre pâle du petit matin, et je me suis permis de réfléchir à des choses que j'avais refusé de penser pendant 10 ans. Le relevé que David Lefebvre m'avait donné racontait une histoire, si l'on savait la lire. Le compte avait été ouvert en 2009, 5 ans avant le divorce, à nos deux noms, avec une adresse à Arlington. Je n'avais jamais signé de document d'ouverture, ce qui signifiait soit que ma signature avait été falsifiée, soit que Philippe Corbin avait fabriqué une piste documentaire pendant la procédure de divorce qui faisait commodément disparaître ce compte. Les premiers dépôts étaient modestes. 50 000 ici, 80 000 là. Mais en 2014, l'année de notre divorce, le solde avait grimpé à un peu plus de 4 millions de dollars, alimenté par une série de grands virements électroniques d'une SARL que je ne reconnaissais pas, Groupe Solutions Méridien. Après le divorce, les dépôts ont continué. Le compte avait été géré, investi, capitalisé. 37 transactions distinctes sur 10 ans, certaines d'entre elles à 7 chiffres. Quelqu'un s'occupait de cet argent comme d'un jardin pendant que j'enseignais aux adolescents le New Deal et que je conduisais une voiture avec un rétroviseur fissuré. Comment avais-je pu ne pas savoir? Comment avais-je pu signer l'accord et renoncer à 4 millions de dollars? Parce que je leur avais fait confiance. Parce que Philippe Corbin m'avait donné des documents intitulés « Divulgation complète des actifs » et que j'avais un avocat qui me facturait 300 $ de l'heure et qui n'avait apparemment jamais regardé d'assez près. Parce que Richard s'était assis en face de moi dans une salle de médiation, m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que tout était comptabilisé. J'ai fait du café que je n'ai pas bu. J'ai marché de la cuisine au salon, puis sur le porche arrière et je suis resté dans l'air froid du matin à regarder mon jardin. Les plants de tomates morts et bruns, la terre retournée pour l'hiver. J'avais peur. Je veux être honnête à ce sujet. Richard Chevalier n'était pas un homme physiquement violent, mais il était le genre d'homme qui savait comment appliquer la pression de manière à ne laisser aucune empreinte. Pendant le mariage, je l'avais vu démanteler la carrière d'un partenaire commercial avec 3 appels téléphoniques et une lettre. Je l'avais vu sourire en le faisant. Philippe Corbin était son instrument, affûté, cher et totalement sans conscience. Si j'agissais contre eux, ils le sauraient, et s'ils le savaient, ils agiraient en premier. Mais voici l'autre chose que j'ai comprise. Debout là, dans le froid d'octobre, 29 millions de dollars ne restent pas sur un compte à votre nom en appartenant à quelqu'un d'autre. Pas légalement, pas aux États-Unis d'Amérique avec une piste documentaire et un directeur de banque qui avait déjà vu ma pièce d'identité. Quelle que soit l'histoire que Richard et Philippe avaient construite, la fondation venait de se fissurer. La question n'était pas de savoir si je pouvais me battre. La question était de savoir si j'étais prête à le faire. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas encore cherché d'avocat. D'abord,
je devais comprendre exactement ce qui m'avait été pris. J'ai passé 3 jours dans ma propre salle à manger, que j'ai transformé en quelque chose qui ressemblait à un poste de recherche. J'ai sorti tous les documents que j'avais du divorce, l'accord de règlement, les fiches de divulgation des actifs, la correspondance de Philippe Corbin, les courriels de mon propre avocat, un homme décent mais pas exceptionnel nommé Gérard Park, qui avait depuis pris sa retraite en Floride. J'ai fait une feuille de calcul. J'ai recoupé le relevé de compte que David Lefebvre m'avait fourni avec chaque chiffre de la divulgation de l'accord. Le compte n'apparaissait nulle part, pas une seule fois. Il avait été proprement, chirurgicalement excisé des documents comme s'il n'avait jamais existé, mais il existait depuis 2009. J'avais 10 ans de relevé bancaire pour le prouver. Je me suis porté malade à l'école le jeudi. Je ne me portais jamais malade. Le vendredi soir, j'avais ce qu'il me fallait pour comprendre l'ampleur de la situation. Richard et Philippe Corbin avaient dissimulé un minimum de 4 millions de dollars d'actifs lors de notre procédure de divorce. Les 25 millions restants étaient la croissance, 10 ans de gestion et d'investissement, mais la fraude sous-jacente était la dissimulation. En Virginie, la dissimulation intentionnelle d'actifs matrimoniaux lors d'un divorce est un motif pour que le tribunal rouvre un accord. J'avais vérifié cela à 2 heures du matin sur un site d'information juridique, le lisant 3 fois pour être sûr. Et puis j'ai pris une décision. Je n'allais pas appeler Richard. Je n'allais pas contacter Philippe Corbin. Je n'allais mentionner le compte à personne dans ma vie. Pas à ma collègue Sandra. Pas à ma sœur Elisabeth, à Charlotte. Pas une seule personne avant d'avoir parlé à un avocat. Le bon avocat. Pas Gérard Park et sa douce inefficacité. Quelqu'un qui se spécialisait exactement dans ce domaine, la fraude financière dans les procédures de divorce. J'ai noté 3 noms de mes recherches. Le premier nom sur ma liste était Nancy Valois. Elle avait un petit cabinet dans le centre-ville de Richmond, sur la rue de Carrier, à 3 pâtés de maison de la rivière James. Son site web était sobre et professionnel. Pas de photos de maillet et de balance. Sa biographie disait qu'elle avait passé 6 ans comme procureure adjointe des États-Unis avant d'entrer en pratique privée et que son domaine de prédilection était le contentieux financier complexe en droit de la famille. Un avis d'un ancien client disait simplement « Elle ne perd pas ». J'ai appelé son bureau à 8h05 le lundi matin, au moment de leur ouverture. Je dois parler à Nancy Valois, ai-je dit à la réceptionniste. C'est au sujet d'un accord de divorce de 2014 et d'un compte dissimulé avec un solde d'environ 29 millions de dollars. Il y a eu une brève pause. Laissez-moi voir quand elle peut vous recevoir aujourd'hui, a dit la réceptionniste. J'ai eu mon premier rendez-vous à 11h. Je me suis habillé avec soin ce matin-là. Blazer sombre, pantalon repassé. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain avant de partir. Je ne ressemblais pas à une femme qui venait de trouver 29 millions de dollars. Je ressemblais à une professeure d'histoire de lycée qui n'avait pas dormi correctement depuis 5 jours. Mais quelque part derrière mes yeux, quelque chose avait changé. Quelque chose s'était mis en place comme les gorges d'une serrure. J'avais été patiente pendant 10 ans sans savoir que j'attendais. Maintenant, je savais ce que j'attendais. Nancy Valois n'était pas ce que j'avais imaginé. Je m'attendais à quelqu'un de sévère, une femme qui portait sa compétence comme une armure. Ce que j'ai trouvé, c'est quelqu'un de compact et de calme, avec des lunettes de lecture relevées dans des cheveux grisonnants, qui gardait tout son corps immobile, de la manière dont les bons médecins écoutent. Son bureau sur la rue de Carrier était bordé de bibliothèques et sentait le papier et le café. Elle m'a serré la main une fois, fermement, s'est assise en face de moi, et n'a pas parlé pendant les 30 premières secondes après que j'ai tout posé sur son bureau, le relevé bancaire, mes copies des documents de divorce, ma feuille de calcul. Elle a mis ses lunettes et a lu. Elle a lu pendant longtemps, plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Dehors, par sa fenêtre, la rivière James scintillait dans la lumière de milieu de matinée d'octobre, et un camion de livraison faisait grincer ses vitesses dans la rue en bas, et Nancy Valois a lu chaque page sans parler. Finalement, elle a posé les papiers. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Comprenez-vous ce que vous regardez ?» a-t-elle demandé. « Je pense que oui, » ai-je dit. Il a caché des actifs. Il n'a pas seulement caché des actifs, a-t-elle dit. Il les a blanchis par l'intermédiaire d'une SARL pour les rendre intraçables pendant la période de divulgation. Il a déposé de faux documents auprès du tribunal. Et d'après ce que je vois ici, son avocat a aidé à structurer la dissimulation.
Ce n'est pas seulement une fraude civile, Madame Chevalier. Si les transferts ont été effectués entre États, et au moins 3 d'entre eux semblent l'avoir été, nous sommes potentiellement face à une fraude électronique en vertu des lois fédérales. Elle a dit cela très calmement, de la manière dont on décrit la météo. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, ai-je demandé. Cela signifie, a-t-elle dit, que vous avez un dossier solide pour rouvrir l'accord en vertu de la section 20 à 107.3 du Code de Virginie. Les tribunaux peuvent annuler un jugement de divorce lorsque la fraude est prouvée. Cela signifie également que Richard Chevalier et Philippe Corbin pourraient faire face à des poursuites pénales, ce qui change considérablement la nature de leur motivation. Elle a fait une pause. Cela signifie aussi qu'ils se battront très durement contre vous. Je sais, ai-je dit. Vraiment? Elle m'a regardé fixement. Ce sont des gens qui ont eu 10 ans pour construire des murs autour de cet argent. Ils auront des réponses pour tout. Ils auront des explications alternatives. Ils vous feront passer pour instable, opportuniste et confuse. J'ai vu cela être fait à des femmes intelligentes et crédibles, et ça marche si on les laisse faire. Elle a joint ses mains sur le bureau. Alors, voici ce que nous allons faire. D'abord, nous n'agissons pas publiquement. Nous constituons le dossier discrètement. Je dépose une demande de communication de pièces formelles directement auprès de la Banque de la Cité dans le cadre juridique approprié, demandant l'historique complet du compte. Chaque dépôt, chaque virement, chaque compte d'origine. J'assigne également les documents de constitution du groupe Solutions Méridien. Si cette SARL a été créée spécifiquement pour canaliser de l'argent avant le divorce, ces documents de formation nous montreront qui les a signés et quand. J'ai hoché la tête. Mes mains étaient stables sur mes genoux, ce qui m'a surprise. Il y a une autre chose, a dit Nancy. Ne contactez pas Richard. Ne contactez pas Philippe Corbin. Ne changez rien à votre vie quotidienne. S'ils réalisent que vous avez trouvé ce compte avant que nous ayons les documents en ordre, ils déplaceront l'argent. Même avec le compte gelé, ce que nous demanderons dès que nous déposerons le dossier, ils ont le temps de compliquer les choses. Combien de temps avant que nous déposions le dossier, ai-je demandé. 3 semaines, a-t-elle dit. Peut-être 4. Je veux que tout soit béton. Je suis retourné à Richmond et j'ai donné mes cours de l'après-midi. Je me suis tenu devant 23 jeunes de 16 ans et j'ai parlé des causes économiques de la guerre de sécession. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ait remarqué que leur professeur gardait un secret de la taille d'une montagne. 2 semaines plus tard, les dossiers de la Banque de la Cité sont arrivés au bureau de Nancy. Elle m'a appelé un mardi soir, et sa voix avait une qualité différente de d'habitude. Pas de l'excitation exactement, mais la gravité particulière de quelqu'un qui a trouvé exactement ce qu'il cherchait. « Venez demain matin », a-t-elle dit. « Il faut que vous voyiez quelque chose. » Je me suis assise en face d'elle le lendemain matin et j'ai regardé ce que la Banque de la Cité avait fourni, 147 pages d'historique de compte complet remontant à l'ouverture du compte en mars 2009. Nancy avait surligné certaines transactions en jaune. Elle me les a expliquées méthodiquement, de la manière dont elle devait expliquer les preuves au jury à l'époque où elle était procureure, construisant l'image pièce par pièce. En septembre 2013, 14 mois avant la finalisation de notre divorce, il y avait eu un virement de 1,2 million de dollars sur le compte en provenance du groupe Solutions Méridien. Les documents de constitution de Méridien Solutions, que Nancy avait obtenus séparément, mentionnaient 2 dirigeants, Richard James Chevalier et Victor Roche, son partenaire commercial. Méridien avait été constitué dans le Delaware en août 2013, 12 mois avant que Richard ne me dise qu'il voulait divorcer. La société n'avait aucune activité publique, pas de site web, pas de clients, pas de produits. Elle existait dans un seul but, déplacer de l'argent. Dans la divulgation de divorce que Richard avait déposée auprès du tribunal, le groupe Solutions Méridien n'apparaissait pas une seule fois. Nancy a posé un dernier document sur le dessus de la pile. C'était un courriel obtenu par le biais de la demande de conformité légale de la Banque de la Cité, un message interne que Richard avait envoyé d'un compte du groupe Capital Chevalier à un gestionnaire de relations de la Banque de la Cité à Arlington, daté de novembre 2013. Objet, compte se terminant par 7741. Veuillez vous assurer que la correspondance est envoyée uniquement au bureau d'Arlington. Pas de relevé à l'adresse résidentielle. Ma femme n'a qu'un statut nominal conjoint à des fins successorales. Je l'ai lu 2 fois. Statut nominal conjoint uniquement. Il avait mis mon nom sur le compte comme une formalité légale, peut-être pour établir un déni plausible,
peut-être pour la structuration de la succession, tout en s'assurant que je ne recevrais jamais aucune communication à ce sujet. Il avait utilisé mon nom et mon identité légale pour abriter de l'argent qu'il avait l'intention de me cacher. Et puis, pendant le divorce, il l'avait effacé des registres. J'ai levé les yeux du courriel. Nancy m'observait. C'est le document, a-t-elle dit. C'est celui qui prouve l'intention. Il n'a pas accidentellement omis de divulguer ce compte. Il a organisé son invisibilité avant même que la procédure de divorce ne commence. Elle a fait une pause. Claire, c'est le point de non-retour. Une fois que j'aurai déposé le dossier, il n'y aura plus moyen de faire cela discrètement. Il le saura, et tout ce qui suivra sera une guerre. La pièce était très silencieuse. Dehors, la rue de Carrier bourdonnait de son trafic ordinaire du mardi. Quelqu'un jouait de la musique dans une voiture en bas. La vie continuait, indifférente. Déposer le dossier, ai-je dit. Nancy a déposé la requête pour rouvrir l'accord de divorce un jeudi matin. Le jeudi après-midi, Philippe Corbin avait appelé son bureau 4 fois. Elle m'a dit cela avec la légère satisfaction de quelqu'un qui s'attendait exactement à cette réponse. Il est secoué, a-t-elle dit. Les gens secoués font des erreurs. Elle avait également déposé une requête d'urgence pour geler le compte en attendant le litige, ce que le tribunal a accordé en 24 heures. 29 millions de dollars, bloqués. Ni Richard ni moi ne pouvions y toucher. J'ai donné mes cours du vendredi, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma voiture. Quelqu'un avait gratté 3 longues lignes sur le capot de ma Honda Accord. Des entailles profondes et délibérées du coin avant gauche jusqu'au pare-brise. Je suis resté dans mon allée dans l'air froid du soir et je l'ai regardé un long moment. Puis je suis entré, j'ai appelé Nancy et je lui ai envoyé des photos. Documentez tout, a-t-elle dit. Conservez toutes les communications que vous recevez. Si quelqu'un vous contacte directement, Richard, Diane, Philippe, n'importe qui, vous me le dites immédiatement et vous ne répondez pas. Richard m'a contacté directement le lendemain matin. Il a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai reconnu sa voix instantanément. 10 ans ne l'avaient pas changé. C'était le même ton mesuré et raisonnable qu'il avait utilisé dans la salle de médiation. Le ton qui sonnait comme l'équité alors qu'il construisait une cage autour de vous. Claire, a-t-il dit, je pense que nous devons parler comme des adultes. Contactez mon avocate, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Il a appelé 3 autres fois pendant le week-end. Je n'ai pas répondu. Le dimanche soir, une voiture que je ne reconnaissais pas a tourné au ralenti devant ma maison pendant 20 minutes avant de repartir. J'ai noté l'heure, la marque, la plaque partielle, et j'ai tout envoyé à Nancy. Elle l'a transmis à la police, déposant un rapport. Diane est venue le lundi. J'arrivais dans mon allée après l'école quand je l'ai vue debout devant ma porte d'entrée dans un manteau camel, les cheveux foncés parfaits, l'image de l'indignation maîtrisée. Diane Chevalier avait 41 ans, 7 ans de moins que moi, et elle avait épousé Richard 2 ans après notre divorce. Je ne lui avais jamais parlé directement. J'avais vu des photos. Elle était belle de cette manière architecturale qui nécessite un entretien important. Claire, a-t-elle dit en s'avançant vers moi alors que je sortais de la voiture. Je sais que ça a l'air mauvais, mais vous devez comprendre. Richard a déjà parlé à son avocat, et ce que vous faites va très, très mal se terminer pour vous. Cet argent est lié à des structures commerciales que vous ne comprenez pas. Vous pourriez partir avec un règlement raisonnable dès maintenant et vous épargner des années de. J'aimerais que vous quittiez ma propriété, ai-je dit. Son sang-froid s'est légèrement fissuré. Ne soyez pas stupide, a-t-elle dit. Vous êtes une professeure. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Quittez ma propriété, ai-je répété, ou j'appellerai la police. Elle est partie. Je suis entré et je me suis assise sur le sol de la cuisine pendant quelques minutes, ce qui n'était pas quelque chose que je ferais normalement. Puis je me suis levé, j'ai fait du thé, et j'ai appelé Nancy pour signaler la visite. L'escalade suivante est venue de Philippe Corbin. Une lettre est arrivée par coursier. Formelle, méticuleuse, et conçue pour être effrayante. Elle alléguait que le compte avait été établi comme un véhicule de holding d'entreprise, que mon statut nominal conjoint avait été documenté et expliqué à mon propre conseil lors de la médiation, un mensonge que j'avais maintenant le courriel pour réfuter.
Et que toute tentative de réclamer la propriété personnelle constituerait une interférence délictuelle avec une entité commerciale légitime. La lettre faisait 12 pages. Elle avait des notes de bas de page. Je l'ai lue une fois, je l'ai mise dans un dossier et je l'ai envoyée à Nancy. Elle m'a appelé ce soir-là. Je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Il construit sa défense par écrit, a-t-elle dit. Chaque mot de cette lettre va compter au tribunal, et environ la moitié contredit des documents que nous avons déjà. Elle a fait une pause. Claire, ils ont peur. Les gens qui ont peur vont trop loin. La date d'audience préliminaire a été fixée à 6 semaines. J'avais 6 semaines à tenir. J'ai tenu. Mais le dernier vendredi d'octobre, Nancy a appelé et m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Le tribunal avait non seulement gelé le compte, mais il avait également rendu une décision préliminaire selon laquelle les circonstances justifiaient une audience probatoire complète. La motion de rejet de Philippe Corbin avait été refusée. Nous allions de l'avant. Allez quelque part de tranquille ce week-end, m'a dit Nancy. Vous avez tout fait correctement. Laissez reposer pendant 2 jours. Mon amie Sandra Bourgeois, qui enseignait l'anglais à Jefferson et me connaissait depuis 15 ans, avait une maison dans les Outer-Banks en Caroline du Nord, qu'elle louait en été et laissait vide en octobre. Elle m'a tendu la clé le vendredi après-midi sans poser de questions. C'était le genre d'amie qu'était Sandra. J'ai conduit vers le sud le samedi matin, 4 heures à travers la campagne plate de tabac et les pinèdes, et je suis arrivé à un cottage au bardeau gris à 3 rangées de l'Atlantique. La plage était vide. L'océan d'octobre avait la couleur de l'ardoise, et le vent soufflait froid et fort de la mer, et j'ai marché le long du rivage pendant 2 heures sans penser à rien du tout. Pour la première fois en 3 semaines, j'ai dormi toute la nuit. Je suis revenu des Outer-Banks le dimanche soir, reposé comme je ne l'avais pas été depuis des années. Le calme n'a pas duré longtemps. Le lundi matin, une lettre du bureau de Philippe Corbin est arrivée au cabinet de Nancy, officiellement présentée comme une proposition de règlement. Richard m'offrait 900 000 $ à payer en 2 versements, structuré comme une correction rétroactive à l'accord de divorce de 2014, en échange de mon retrait de la requête et d'un accord de non-divulgation signé qui m'empêcherait de discuter du compte, du litige. Ou de quoi que ce soit lié au groupe Capital Chevalier avec quiconque pour le reste de ma vie naturelle. Nancy me l'a lu au téléphone. 900 000 $, ai-je répété. Contre un solde de 29 millions de $, a-t-elle dit. Je suis resté silencieux un moment. 900 000 $. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu en une seule fois. Plus de 3 ans de mon salaire d'enseignante. Assez pour rembourser mon hypothèque, remplacer la Honda, faire le voyage en Italie que je reportais depuis une décennie. C'était de l'argent réel. C'était conçu pour donner l'impression d'être de l'argent réel. Qu'en pensez-vous, ai-je demandé à Nancy. Je pense que vous devriez faire ce que vous décidez être juste, a-t-elle dit prudemment. Dites-leur non, ai-je dit. J'ai entendu le silence dans sa voix qui signifiait qu'elle s'y attendait. Je répondrai formellement demain. Ce que je n'ai pas dit à Nancy, ce que je n'ai encore dit à personne, c'est que les jours à la plage avaient fait plus que me reposer. En marchant sur cette plage vide d'octobre, j'avais compris quelque chose que je n'avais pas voulu regarder clairement auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. 29 millions de $ était une abstraction. Ce que cela représentait ne l'était pas. Richard s'était tenu dans une salle de médiation et avait juré sous serment qu'il avait entièrement divulgué tous les biens matrimoniaux. Il avait menti. Il avait falsifié ou fabriqué des documents. Il avait organisé mon départ de notre mariage avec l'intention délibérée de me laisser sans rien pendant qu'il partait avec tout. Il avait compté sur ma confiance, mon chagrin et mon ignorance. Et pendant 10 ans, cela avait parfaitement fonctionné. Les 900 000 $ comptaient toujours sur ma peur. J'ai refusé d'avoir peur désormais. Ou plutôt, j'ai décidé que la peur n'était plus une raison pour s'arrêter. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire cela seul. Pas psychologiquement. J'avais Sandra, qui ne savait rien d'autre que le fait que j'étais dans une affaire juridique. J'avais Nancy, qui était mon avocate, pas mon amie. Et je m'avais moi-même, tournant en rond dans une maison de 3 chambres, faisant face à des capots de voitures rayés et à des femmes en manteau camel sur mon seuil. J'ai commencé à chercher, et j'ai trouvé un groupe de soutien. Il s'appelait Terrain Reconquis,
une organisation à but non lucratif basée à Richmond qui offrait un soutien par les pairs aux femmes ayant subi des violences financières dans le mariage et le divorce. Ils se réunissaient le mercredi soir dans un centre communautaire sur la Grand-Rue. 12 à 15 femmes sur des chaises pliantes dans une pièce beige avec un éclairage fluorescent terrible, buvant du mauvais café et disant la vérité. J'y suis allé le premier mercredi de novembre. Je me suis assise au fond. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai écouté. La femme qui dirigeait le groupe s'appelait Marion Collin. Elle avait 63 ans, des cheveux argentés coupés courts et la chaleur pragmatique de quelqu'un qui avait tout vu et conservé sa compassion à travers cette expérience. Elle avait été assistante juridique en droit de la famille pendant 20 ans avant que son propre mariage ne se termine par ce qu'elle décrivait comme une masterclass en manipulation juridique. Elle avait lancé Terrain Reconquis 8 ans plus tôt. Après la réunion, elle m'a versé une tasse de mauvais café et s'est assise à côté de moi. Première fois, a-t-elle demandé. C'est si évident? Vous êtes la seule à ne pas avoir pris de biscuits, a-t-elle dit. Les gens qui viennent depuis un certain temps ont appris à prendre les biscuits. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide. J'ai ri. Cela m'a surprise. Un vrai rire, le genre qui vient d'un endroit non gardé. J'y suis retourné le mercredi suivant et celui d'après. Le groupe de Marion ne m'a pas donné de conseils juridiques ou financiers. Ce qu'il m'a donné, c'est quelque chose de plus fondamental, la compréhension que ce qui m'était arrivé n'était pas un échec personnel. Que je n'avais pas été sotte ou faible. J'avais été délibérément trompé par des gens qui étaient doués pour cela. C'est une chose entièrement différente. Et la distinction compte énormément lorsque vous décidez avec quelle force vous battre. Les femmes qui gagnent, m'a dit Marion un soir alors que nous empilions les chaises après le départ des autres, ne sont pas celles qui sont les plus en colère. Ce sont celles qui deviennent les plus en colère, puis qui deviennent très, très calmes. J'ai pensé à cela en rentrant chez moi dans l'obscurité de novembre. Je devenais très calme. Ils sont venus un samedi. J'étais dans le jardin arrière en train de retourner les plates-bandes de légumes morts pour la dernière fois avant l'hiver quand j'ai entendu la sonnette. J'ai contourné le côté de la maison, tenant toujours ma fourche de jardin, et j'ai trouvé Richard et Diane debout devant ma porte d'entrée. Richard portait un pardessus anthracite. Il avait bien vieilli et il le savait. Des tempes argentées maintenant, le genre de gris distingué que les hommes acquièrent et dont les femmes sont censées s'excuser. Diane se tenait légèrement derrière lui, son expression arrangée en quelque chose qu'elle voulait faire passer pour de l'inquiétude. Il ressemblait à un couple venu présenter des condoléances. Je n'ai pas ouvert la porte moustiquaire. Claire, a dit Richard, je sais que nous avons eu quelques semaines difficiles. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et parler comme des gens raisonnables, sans les avocats pour une fois. Vous n'êtes pas censé me contacter directement, ai-je dit. Votre avocat en est conscient. Je sais, et je sais que ce n'est pas strictement. Il a tenté un petit sourire modeste. Il était très doué pour les petits sourires modestes. Claire, je vous dois des excuses. La manière dont le compte était structuré était compliquée, et je comprends que de l'extérieur, cela semble. Cela ressemble à de la fraude, ai-je dit aimablement. Votre avocat peut en discuter avec la mienne. Diane s'est avancée. Son masque a légèrement glissé sur les bords. Je pouvais le voir. Claire, je veux être direct avec vous. De femme à femme. Richard a travaillé extrêmement dur pour construire ce qu'il a construit. Ce compte représente des années de revenus d'entreprise légitime. Ce que vous essayez de faire, c'est de prendre de l'argent qui appartient légalement et éthiquement à son entreprise, et vous allez détruire sa carrière et sa réputation, et je ne prétendrai pas que cela ne m'affecte pas personnellement. Alors ne prétendez pas, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Diane, ai-je dit, vous avez épousé un homme qui a commis un parjure dans une salle d'audience et qui a caché 4 millions de dollars à sa femme alors qu'elle pleurait la fin de leur mariage. C'est lui que vous avez choisi. Je ne suis pas responsable des conséquences de ses choix. L'expression agréable de Richard n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux est devenu plat et froid. J'avais déjà vu ce regard, une fois il y a des années, quand un entrepreneur avait contesté une facture, et Richard lui avait calmement dit de s'attendre à des ennuis. L'entrepreneur avait discrètement abandonné le litige. Claire, dit-il très doucement, j'essaie de vous donner l'occasion de résoudre cela d'une manière qui convienne à tout le monde. L'alternative, ce sont des années de litige, de déposition, vos finances, votre vie,
votre témoignage examiné par mon équipe juridique. Nous trouverons chaque incohérence, Et je veux être clair à ce sujet. Chaque vulnérabilité dans votre dossier et dans votre histoire. Est-ce vraiment ce que vous voulez? La voilà. Sous les excuses, sous l'inquiétude, sous la sincérité de femme à femme de Diane, la même lame qu'il avait toujours utilisée, enveloppée dans la même voie raisonnable. Quittez ma propriété, ai-je dit. Tous les deux, maintenant. Claire. Je vais compter jusqu'à 10, puis j'appellerai la police. Je vais aussi envoyer à mon avocate un enregistrement de cette conversation. J'ai levé mon téléphone, que j'avais commencé à enregistrer quand j'ai entendu la sonnette. J'avais appris une chose. Ils sont partis. Je suis retourné à l'intérieur et je suis resté dans la cuisine pendant quelques minutes. Je ne vais pas prétendre que j'étais complètement impassible. Mes mains n'étaient pas entièrement stables. La voix de Richard, même après 10 ans et tout ce que je savais maintenant, portait encore un poids résiduel, comme le font les choses quand elles ont été le son déterminant de votre vie pendant plus d'une décennie. Et sa menace n'était pas vide. Les litiges sont brutaux, quel que soit le côté où l'on se trouve. Et Philippe Corbin était très bon dans ce qu'il faisait. Mais voici ce que j'ai remarqué, la peur était là, et c'était aussi un carburant. J'avais peur de ce qu'il pourrait faire. Et cette peur a tout clarifié avec une précision parfaite. Elle m'a rappelé exactement ce qui était en jeu. Pas l'argent, bien que l'argent soit réel. Ce qui était en jeu, c'était la décennie de ma vie qu'ils avaient déjà prise. La pauvreté tranquille de ma maison de 3 chambres, mon rétroviseur de voiture fissuré et mon existence prudente et modeste. Tandis que Richard et Diane vivaient dans une maison de style colonial à Emmeline avec 29 millions de dollars qui portaient en partie mon nom. J'ai envoyé l'enregistrement à Nancy. Elle m'a rappelé dans les 15 minutes. Ils viennent de nous faire un cadeau, a-t-elle dit. Venir chez vous après une directive de non-contact du tribunal, tenter de vous persuader de retirer le litige. Je dépose une requête pour outrage au tribunal dès lundi matin. Bien, ai-je dit. J'ai appelé Marion ce soir-là. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a surtout écouté, comme elle le faisait toujours. Mais à la fin, elle a dit, savez-vous ce que le mot outrage signifie en droit? Une violation d'une ordonnance du tribunal, ai-je dit. Non, dit-elle doucement. En latin, cela signifie le mépriser. Ils ont fait preuve d'outrage envers le tribunal parce qu'ils vous méprisent. Ils pensent que vous êtes toujours la femme qui a signé les papiers sans regarder. Elle a fait une pause. L'audience probatoire était prévue pour un mardi de décembre au tribunal de grande instance de Richmond, salle d'audience B, 3e étage. Je suis arrivé à 8h15, 45 minutes en avance. Le palais de justice était un solide bâtiment en granit sur la Grand-Ruet, à 3 pâtés de maison du bureau de Nancy, et le matin était assez froid pour voir son souffle. Je portais une robe en laine sombre et mon bon manteau, le bleu marine que je gardais pour les réunions parents-professeurs et les funérailles. Je portais un dossier avec mes notes. J'avais dormi 6 heures, pas une nuit complète, mais assez. Nancy était déjà dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, parlant doucement avec un assistant juridique. Elle m'a regardé quand je me suis approché, m'a évalué comme elle avait appris à m'évaluer au cours de ces semaines, et a semblé satisfaite de ce qu'elle a trouvé. Victor Roche a confirmé hier, a-t-elle dit. Il est là, et il témoigne. Victor Roche avait été le partenaire commercial de Richard de 2008 à 2019, date à laquelle il s'était séparé suite à un désaccord sur la direction du groupe Capital Chevalier. Il faisait maintenant l'objet d'une enquête distincte de l'IRS concernant une autre série d'irrégularités financières, ce qui faisait de lui, comme Nancy l'avait noté lorsqu'elle l'avait contacté pour la première fois, quelqu'un ayant une incitation significative à démontrer sa coopération avec les autorités. Il avait accepté de témoigner sur la formation du groupe Solutions Méridien et son objectif prévu. En échange, son avocat négociait avec les enquêteurs fédéraux. Richard est arrivé avec Philippe Corbin et 2 avocats juniors du cabinet de Corbin. Diane était avec eux. Elle n'avait aucune qualité pour être présente, mais elle s'est assise dans la galerie quand même, composée et attentive. Richard avait l'air lisse et sans souci. Il avait déjà subi des dépositions. Il savait comment se comporter dans un contexte juridique. Il n'avait pas encore vu l'ensemble des preuves. La juge Hélène Paris présidait. Elle était dans la fin de la cinquantaine, méthodique et patiente,
avec une réputation de minutie que Nancy avait décrite avec approbation. Elle n'aimait pas le théâtre judiciaire. Elle aimait les documents. Elle a eu des documents. Nancy a commencé par le courriel, celui que Richard avait envoyé au gestionnaire de relations de la Banque de la Cité en novembre 2013. Statut nominal conjoint uniquement. Pas de relevé à l'adresse résidentielle. Elle l'a présenté calmement, a expliqué ses implications à la juge, puis a présenté l'historique complet du compte à côté de la divulgation de divorce que Richard avait déposé auprès du tribunal en 2014. Elle les a placés côte à côte, littéralement 2 pièces projetées sur un écran. Le compte de la Banque de la Cité n'apparaissait pas dans la divulgation, ni comme un actif conjoint, ni comme un actif commercial, ni comme une note de bas de page. Il n'existait pas dans ces documents sous serment. Philippe Corbin a objecté 3 fois dans les 20 premières minutes. La juge Paris a maintenu une objection et en a rejeté 2. Puis Victor Roche a été appelé à la barre. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec la manière prudente de quelqu'un qui avait été longuement coaché. Il a répondu aux questions de Nancy d'une manière plate et délibérée. Oui, lui et Richard Chevalier avaient formé le groupe Solutions Méridien en août 2013. Oui, le but avait été de consolider des fonds personnels que Richard souhaitait garder séparés des comptes publics du groupe Capital Chevalier. Oui, il était conscient que Richard était au premier stade d'une procédure de divorce au moment de la formation de Méridien. Lui avait-on dit la raison de ce calendrier? Roche a regardé ses mains. Richard m'a dit qu'il avait besoin d'une séparation nette de ses actifs personnels avant le règlement pour qu'il ne puisse pas être compté. La salle d'audience était très silencieuse. Le contre-interrogatoire de Roche par Philippe Corbin a été agressif et a duré 40 minutes. Il n'a finalement pas changé ce que Roche avait dit. Ce qu'il avait dit était consigné. Puis ce fut le tour de Richard. L'interrogatoire direct de Philippe Corbin était posé et professionnel. Les réponses de Richard étaient peaufinées. Il avait des explications pour tout. Le compte avait été une structure d'entreprise, un véhicule légitime pour les produits d'investissement. La non-divulgation dans le règlement avait été une erreur administrative, corrigée par des documents d'accompagnement qui auraient dû être déposés par son conseil. Il était calme, articulé et crédible, comme il l'était toujours. Nancy a attendu. Quand ce fut son tour, elle a commencé très doucement. Elle l'a interrogé sur le courriel, ligne par ligne. Elle lui a demandé d'expliquer ce qu'il entendait par « statut nominal conjoint uniquement ». Il l'a expliqué. Elle lui a demandé de confirmer qu'il avait personnellement écrit le courriel. Il l'a confirmé. Elle lui a demandé de confirmer la date. Novembre 2013. Il l'a confirmé. Elle lui a ensuite demandé de confirmer la date à laquelle il m'avait dit qu'il voulait divorcer. Je ne me souviens pas de la date exacte, a-t-il dit. Elle lui a montré un message texte de son téléphone, obtenu par le biais de la procédure de communication de pièces, envoyé à son avocat, Philippe Corbin, daté d'octobre 2013, prêt à lancer. Assurez-vous que le compte d'Arlington est complètement hors de la table avant que nous ne déposions quoi que ce soit. Elle l'a lu à voix haute une fois. Philippe Corbin a dit, objection, votre honneur. La provenance de ce document. Point a été établi dans la soumission précédente, a dit Nancy. Page 41 à 47 de la pièce C. La juge Paris a regardé Richard, et Richard Chevalier, pour la première fois depuis les 11 ans que je le connaissais, n'avait pas de réponse prête. Il a regardé Philippe Corbin. Philippe Corbin a regardé la table. Richard a de nouveau regardé la juge. Il a commencé à parler. Il s'est arrêté. Il a réessayé. Le contexte de ce message est. Il y a des considérations commerciales. La formulation est peut-être. Diane s'est levée dans la galerie. C'est ridicule, a-t-elle dit fort. C'est une chasse aux sorcières et tout le monde dans cette pièce le sait. Madame, a dit la juge Paris avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'a jamais eu à élever la voix, asseyez-vous maintenant. Un éclat de plus et vous serez expulsé. Diane s'est assise. 2 taches de couleur brûlaient sur ses joues. Je suis restée assise à la table du demandeur et j'ai regardé tout cela en ne ressentant presque rien, ce qui était en soi remarquable. Pas de l'engourdissement. J'étais complètement présente, complètement lucide. J'avais passé des mois à avoir peur de cette pièce, peur de la compétence de Richard et de la cruauté de Philippe et du poids écrasant des ressources qu'il pouvait déployer contre moi. Et maintenant j'étais là,
et le courriel était sur un écran, et Victor Roche avait dit ce qu'il avait dit, et Richard essayait d'expliquer un message texte qui n'avait besoin d'aucune explication. J'ai joint mes mains sur la table. J'ai attendu. La juge Paris a rendu sa décision préliminaire 2 semaines après l'audience. Nancy m'a appelé dès qu'elle est arrivée. Lisez-la moi, ai-je dit. J'étais debout dans ma salle de classe après les cours, l'après-midi de décembre sombre derrière les fenêtres, les dernières copies de mes élèves encore étalées sur mon bureau. Le tribunal trouve des preuves suffisantes de fausses déclarations délibérées et matérielles dans l'accord de divorce de 2014 de Chevalier contre Chevalier, à Nancy, et je pouvais l'entendre essayer de cacher sa satisfaction sans y parvenir entièrement. L'accord de règlement de mars 2014 est par la présente annulé dans son intégralité. Le compte de la Banque de la Cité se terminant par 7741 est déclaré bien matrimonial soumis à une procédure de partage équitable. Elle a fait une pause. Claire, tout est annulé. L'accord entier. Je me suis assise sur le bord de mon bureau. Tout, ai-je dit. Tout. Nous repartons de zéro comme si 2014 n'avait jamais eu lieu. Tout est remis sur la table. L'audience de partage équitable a eu lieu fin janvier. C'était, à certains égards, sans grand suspense. Le plus dur avait été fait. Nancy a présenté une comptabilité complète de tous les biens matrimoniaux, y compris le compte de la Banque de la Cité, la valorisation du groupe Capital Chevalier à la date du divorce, et un calcul de ce que j'aurais dû recevoir en vertu de la loi sur le partage équitable de la Virginie en 2014. L'équipe juridique de Richard a monté une défense, mais c'était la défense de gens qui avaient déjà perdu l'argument central. La juge Paris m'a accordé 14,7 millions de dollars, représentant ma part équitable du compte dissimulé plus les intérêts, plus ma part recalculée des autres biens matrimoniaux qui avaient été sous-évalués dans l'accord initial. Elle a également ordonné à Richard de payer mes frais de justice, qui étaient importants, et a imposé une sanction civile pour la divulgation frauduleuse. 14,7 millions de dollars. Je me souviens avoir écrit ce nombre sur un bloc-notes et l'avoir ensuite regardé pendant très longtemps. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car ce n'était jamais juste une affaire civile. Les preuves que Nancy avait rassemblées, la documentation de Méridien Solutions, les registres de communication, le témoignage de Victor Roche avaient été fournis au barreau de l'État de Virginie et au bureau du FBI de Richmond. Philippe Corbin a été le premier à en subir les conséquences. Le barreau de l'État de Virginie a lancé une enquête disciplinaire formelle sur sa conduite dans le règlement de 2014. En février, il a été suspendu en attendant l'enquête. Au printemps, la suspension était devenue une procédure de radiation. Un homme qui avait passé 30 ans à construire une carrière comme l'un des avocats spécialisés en divorce les plus redoutables de Richmond a perdu sa licence parce qu'il avait aidé son client à commettre un parjure. Il n'est pas parti discrètement. Il a fait appel, a engagé ses propres avocats et a fait des déclarations par leur intermédiaire. Rien de tout cela n'a fait de différence. La situation de Richard était plus compliquée et plus sérieuse. L'enquête du FBI, qui avait commencé comme une extension de l'affaire civile mais s'était considérablement élargie une fois que les enquêteurs avaient eu accès aux dossiers financiers de Méridien Solutions, englobait non seulement la dissimulation des biens matrimoniaux mais aussi un schéma plus large de structuration financière qui avait des implications au-delà de notre divorce. Je n'ai pas suivi tous les détails de l'enquête. Nancy me tenait informé des parties qui étaient pertinentes pour mon cas, et je gardais le reste à distance. J'avais assez à gérer. Ce que je savais, c'était ceci: en mars de cette année-là, Richard Chevalier était sous le coup d'une mise en examen fédérale pour 2 chefs d'accusation de fraude électronique et un chef d'accusation de parjure. Il a rendu son passeport. Ses avoirs ont été partiellement gelés en attendant la procédure pénale. Les clients du groupe Capital Chevalier, qui avaient suivi l'affaire civile avec une alarme croissante, ont commencé à retirer leurs fonds. La société, qui avait géré plus de 200 millions de dollars à son apogée, s'est réduite à une fraction de cela en quelques mois. Diane a demandé le divorce en avril. J'ai appris cela par Sandra, qui l'avait entendu de quelqu'un de la communauté juridique de Richmond. Je suis resté avec cette information un moment et je n'ai pas ressenti de satisfaction exactement, mais quelque chose de plus neutre, la reconnaissance que le monde s'était arrangé avec précision et qu'il y avait une sorte de régularité là-dedans. Le jour où les fonds ont été transférés sur mon compte, un matin de fin mars, couvert, les premières fleurs de pommetier s'ouvrant juste sur l'arbre dans le jardin de mon voisin. Je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café et un bloc-notes et j'ai écrit 3 choses que je savais avec certitude. 1.
j'avais été lésé délibérément par des gens qui se croyaient trop malins et trop puissants pour être pris. 2. J'avais riposté avec soin, avec la bonne personne à mes côtés, et je n'avais pas paniqué, et je n'avais pas accepté un règlement, et je ne les avais pas laissés m'effrayer pour que j'accepte moins que ce qui m'était dû. 3. Le rétroviseur fissuré de la Honda Accord pouvait enfin être réparé. Cette dernière pensée m'a fait rire toute seule à ma table de cuisine par un matin gris de mars, et c'était le meilleur rire que j'avais eu depuis très longtemps. La première chose que j'ai faite a été de prendre un congé sabbatique du lycée Jefferson. J'y étais depuis 19 ans, et l'école avait été mon ancre pendant des saisons difficiles. Mais les ancres peuvent aussi être ce qui vous retient lorsque la marée a tourné, et la marée avait complètement tourné. Sandra a pleuré quand je le lui ai dit, ce qui m'a surprise, puis m'a serré dans ses bras pendant longtemps, ce qui ne m'a pas surprise. J'ai passé le printemps à ne rien faire de particulier. J'ai fait réparer le rétroviseur de la voiture et j'ai échangé la Honda. J'ai fait appel à un entrepreneur pour remplacer le Porsche arrière pourrissant que j'ignorais depuis 6 ans. J'ai dormi. J'ai préparé des dîners qui prenaient plus de temps que nécessaire parce que j'avais enfin le temps. En juin, je suis allé en Italie. J'avais reporté ce voyage pendant 9 ans. 3 semaines à Florence, Rome, et dans une petite ville perchée en Ombrie. Je me suis tenu dans la galerie des Offices devant le printemps de Botticelli et j'ai ressenti pour la première fois depuis des années quelque chose proche d'un émerveillement sans complication. Quand je suis rentré à la maison, j'ai appelé Marion. Nous avons parlé pendant 3 heures et à la fin, nous avions l'ébauche de quelque chose de réel, un fonds d'aide juridique sous l'égide de Terrain Reconquis. Destiné à couvrir les honoraires d'avocats pour les femmes victimes de violences financières qui ne pouvaient pas se permettre une représentation adéquate. Je savais ce que signifiait avoir Nancy Valois dans son coin. J'ai fait le premier don la semaine suivante. À l'automne, je me suis inscrite à un programme de certificat du soir en droit financier à l'université de Richmond. J'étais la personne la plus âgée dans la plupart de mes cours de 20 ans. Cela ne me dérangeait pas du tout. Et Richard ? Reconnu coupable des 2 chefs d'accusation de fraude électronique. 31 mois en prison fédérale, une restitution qui a réduit à néant ses actifs restants. Le groupe Capital Chevalier a été dissous. Philippe Corbin a été radié du barreau en octobre. 30 ans de pratique, parti sans appel. Diane a divorcé de Richard avant sa condamnation et a reçu considérablement moins que ce qu'elle avait prévu. Elle a déménagé en Virginie du Nord. J'ai entendu par Sandra que les choses étaient difficiles. J'ai pensé brièvement à la femme au manteau camel qui m'avait dit de ne pas être stupide. Je n'ai pas pensé à elle longtemps. Ce qui occupait l'espace maintenant, c'était le fond, qui avait aidé cette femme en décembre, et mes cours, et le Porsche reconstruit, et Marion, qui appelait sans raison particulière et disait toujours exactement ce qu'il fallait dire, et le citronnier Meyer en pot sur le nouveau Porsche. Peu pratique pour les hivers de Virginie, nécessitant une attention constante. Il avait 3 petits bourgeons en décembre. Je m'en occupais avec soin. Si cela a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci de m'avoir écouté. Cela signifie plus que vous ne le pensez.